On dit souvent qu'Internet est un lieu bouillonnant d'innovation. Moi, je suis de plus en plus gêné par cette idée. J'ai l'impression qu'Internet est de plus en plus bloqué, en quelque sorte, que la machine s'est enrayée quelque part. Depuis combien de temps on n'a pas vu émerger un nouveau grand acteur du numérique, capable de mettre en danger les grands leaders technologiques actuels? Dans la décennie 2000, on a vu apparaître Facebook et Twitter. À la fin de la décennie sont nés Uber, BlaBlaCar, Airbnb. Mais depuis 2010, rien de bouleversant. Et là, on arrive à la fin de la décennie et on voit toujours rien apparaître. Pourquoi? Parce que la technologie n'a jamais été aussi concentrée et parce que surtout, il y a une concentration des capacités d'innovation dans les mains de quelques entreprises. Un chiffre parmi d'autres. Aujourd'hui, Google et Facebook accaparent 99% de la croissance de la publicité en ligne. 99%. Le problème, c'est que cette concentration, elle risque encore de s'aggraver avec le développement de l'intelligence artificielle, ou IA. L'IA est d'autant plus forte qu'elle est nourrie de données. Or, en matière de données, les géants du numérique sont les rois. Alors, posons-nous la question. Technologiquement, la victoire des géants du numérique, qu'ils soient américains ou asiatiques d'ailleurs, marque-t-elle la fin de l'histoire? Autrement dit, la France et l'Europe ont-ils perdu la bataille en matière d'Internet? Moi, je pense qu'effectivement, c'est possible qu'on ait perdu cette bataille. Mais des batailles, il y en aura d'autres. Et il y en a justement une nouvelle qui se profile à l'horizon. Cette bataille, elle est portée par une technologie qui promet d'en finir avec la centralisation du web. Cette technologie, c'est celle qui a permis l'émergence des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Elle s'appelle la blockchain. La blockchain, ça permet de résoudre un obstacle, une chose qui n'était pas possible jusqu'à présent. Échanger sur Internet de la valeur de pair à pair, c'est-à-dire d'un individu à un autre, sans passer par une autorité centrale. Je prends un exemple. Aujourd'hui, si je veux envoyer un fichier, une chanson, un document Word, à un ami sur Internet, en fait, je ne lui envoie pas ce fichier. Je lui envoie une copie de ce fichier. Et moi, je garde l'original sur mon ordinateur. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas viable pour ce qui est fondé sur de la rareté. Si j'envoie 1 euro à un ami et que je conserve cet euro, l'euro perd de sa valeur. Donc Internet, tel qu'il est conçu, empêche de pouvoir s'envoyer de la valeur de pair à pair sans passer par une autorité centrale. C'est ce problème fondamental que résout la blockchain. Et l'exemple d'application le plus connu, c'est l'échange de Bitcoin d'une personne A à une personne B, sans passer par un quelconque tiers et sans même avoir besoin d'un compte bancaire. Parce qu'il faut rappeler que 2 milliards de personnes sur cette planète n'ont pas de compte bancaire. Au cœur de cette technologie, il y a une notion essentielle. C'est la décentralisation. Alors, la décentralisation, c'est une notion qui bouscule nos a priori, nos certitudes. On peut se demander comment est-ce qu'un système central, un système peut fonctionner sans autorité centrale, justement. Par exemple, comment un système monétaire peut fonctionner sans banque. Donc la décentralisation, c'est un changement de paradigme radical. Mais en fait, c'est extrêmement naturel. Quand on étudie les grands systèmes complexes du monde, le cerveau, la forêt, etc., on s'aperçoit que la plupart de ces systèmes sont fondés sur une intelligence ou une autorité qui est décentralisée. Et Internet, à l'origine, était fondé sur ce principe. Donc, la décentralisation de la blockchain va permettre de revenir à l'esprit originel d'Internet. Et surtout, elle va ouvrir des perspectives considérables. Ce qui se joue, c'est rien de moins qu'un nouveau web. Dans ce web décentralisé,
les règles de l'économie numérique classique, qui sont fondées sur la centralisation, sont bousculées. Prenons un exemple. Aujourd'hui, pour se financer, une start-up doit convaincre des fonds de capital risque qui vont financer son développement. Dans le web décentralisé, une start-up pourra faire appel à une multitude d'internautes qui viendront injecter non pas de l'euro ou du dollar, mais de la crypto-monnaie. Pour les startups, ça va permettre un accès au financement bien plus égalitaire. Une startup en Afrique pourra lever autant de millions qu'une startup dans la Silicon Valley. Et les internautes, eux, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils y gagnent non pas, comme aujourd'hui, des parts de l'entreprise, mais ce qu'on appelle un token, un jeton en français. Alors c'est quoi un token? Un token, c'est un actif numérique qu'on peut transférer, et non pas copier, à un autre individu sur Internet, instantanément, sans passer par une autorité centrale. Le Bitcoin est le premier token qui a été créé en 2009. Un grand atout des tokens, c'est qu'ils sont échangeables en temps réel, avec n'importe qui, sur des plateformes. Mais surtout, le token, ça va permettre une chose à son détenteur, pouvoir utiliser le service qui sera développé par la startup. Je prends un exemple. En ce moment, pendant que je vous parle, je n'utilise pas mon smartphone ou mon ordinateur. Et ce smartphone et cet ordinateur, ils ont ce qu'on appelle de la puissance de calcul. C'est-à-dire que cette puissance, elle permet de faire tourner des applications. Eh bien, en fait, il y a un projet qui s'appelle Golem, qui va permettre de vendre la puissance de calcul de nos appareils électroniques pendant qu'on ne les utilise pas. En échange, on va recevoir ce qu'on appelle des tokens Golem. À l'inverse, contre des tokens Golem, on va pouvoir acheter de la puissance de calcul à moindre coût, ce qui pourra être, par exemple, extrêmement pratique pour la recherche médicale ou plein d'autres applications. Golem, c'est un exemple parmi des centaines d'autres. Avec les tokens, on peut envisager des choses considérables. Par exemple, on peut envisager le fait que les tokens changent la notion même de start-up. Aujourd'hui, il s'agit, avec les startups, de concentrer la valeur au sein d'une entité centralisée. Avec les tokens, il s'agira de partager cette valeur au sein d'une organisation décentralisée entre les détenteurs des tokens. Ce partage, il se fera de façon bien plus équitable, et aussi de façon bien plus intelligente, parce que chacun aura intérêt économiquement à faire grandir le projet. Pourquoi? Parce que faire grandir le projet, ça voudrait dire faire grandir la valeur du token, qu'on pourra échanger instantanément avec n'importe qui sur des plateformes. Autre avantage, puisque l'organisation est décentralisée, son créateur n'en est plus le maître absolu. Contrairement aux géants du web, il ne contrôlera plus les données de ses utilisateurs. On n'aura plus un Facebook qui pourra changer ses fonctionnalités ou ses conditions générales du jour au lendemain. Alors, en fait, la décentralisation permise par la blockchain, c'est un atout énorme dont chacun peut s'emparer. Internet, ça a permis de décentraliser l'information. Avec Internet, n'importe qui peut publier et échanger l'information qu'il veut auprès du monde entier, instantanément, sans demander la permission à quiconque. Les tokens et la blockchain, ça va permettre de décentraliser la valeur. N'importe qui pourra créer et échanger de la valeur avec n'importe qui, instantanément, sans demander la permission à personne. Alors peut-être que vous vous dites, cette histoire de token, c'est un peu du charabia. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que des milliers de gens avancent en ce moment sur ces questions et ne nous attendent pas, nous, en France. Il y a un bouillonnement partout dans le monde, un bouillonnement intellectuel, technologique, qui est absolument fascinant sur ces sujets. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer moi-même mon entreprise il y a quelques années dans ce secteur. En 1995, seulement 30 millions de personnes utilisaient Internet.
la plupart des investisseurs étaient très sceptiques. Aujourd'hui, quand je parle de blockchain et de crypto-monnaie, je tombe aussi sur pas mal de scepticisme. D'abord, on me dit que c'est très compliqué d'utilisation. Et c'est vrai. Mais Internet aussi, c'était très dur à utiliser dans les années 90. C'était un truc de geek. Les interfaces, elles étaient très laides. Allez taper eBay en 98. Vous allez voir, faites l'expérience. C'est assez stupéfiant. En fait, dans les années 2000, les entrepreneurs, ils ont compris que ce qui comptait, c'était l'expérience utilisateur. Et à partir du moment où ils ont travaillé ça, Internet a commencé à se développer. Donc cet argument de la difficulté d'utilisation, c'est un argument qui est uniquement provisoire. Ensuite, on me dit, oui, mais les crypto-monnaies, c'est une gigantesque bulle. Et Internet aussi a connu sa bulle. Ça ne l'a pas empêché de se développer, parce qu'il y avait une vraie technologie prometteuse derrière. C'est pareil avec la blockchain. Alors vous vous dites peut-être, ok, très bien, mais si on peut éviter la bulle, c'est peut-être mieux. Et en fait, pas forcément. Il y a une économiste qui s'appelle Carlota Pérez, qui a étudié toutes les innovations technologiques depuis l'ère industrielle. Ses conclusions, elles sont très claires. Très souvent, les bulles, c'est le moteur de l'adoption des technologies. Pourquoi? Parce qu'en fait, le capital financier, il va servir à financer les différentes infrastructures techniques qui coûtent très cher. Donc les bulles, ça a une utilité, et c'est même essentiel dans le développement des innovations technologiques. Alors à ce stade, vous dites peut-être, ok, très bien, mais le problème fondamental, c'est que les crypto-monnaies, ça sert à rien. On parle d'un truc qui est censé changer le monde, et on ne peut même pas payer son café avec. Et c'est vrai, on ne peut pas payer son café avec. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est peut-être pas fait pour ça. Aujourd'hui, le cash et la carte bancaire, ça marche déjà très bien. En fait, les crypto-monnaies, ça va surtout créer des nouveaux usages. C'est l'exemple de Golem, dont je parlais tout à l'heure. Mais il y en aura des centaines d'autres. Dans les années 90, les gens ne voyaient pas très bien à quoi allait servir Internet concrètement. Et honnêtement, en 95, qui aurait parié sur l'émergence, 15 ans plus tard, de Uber, de Airbnb, de Blablacar, etc. Pas grand monde. C'est la même chose avec la blockchain. Tout est à inventer. Et c'est ça qui est fascinant et passionnant. Ma conviction, c'est qu'on ne battra pas les géants du numérique sur leur propre terrain. Il faut investir le terrain de demain. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est répéter l'erreur monumentale du Minitel. Internet aurait dû être français. C'est un chercheur français, Louis Pouzin, qui a inventé les prémices du protocole TCP/IP qui était à l'origine d'Internet. Mais le gouvernement français, persuadé que l'avenir était dans le Minitel et non pas dans Internet, a décidé de couper les subventions de Louis Pouzin. Résultat, ces travaux ont été repris par 2 chercheurs américains qui ont ensuite développé ce qui est devenu Internet. Cette arrogance-là, elle nous a coûté très cher. Et on en paye encore aujourd'hui le prix. Alors ne ratons pas la nouvelle bataille. On n'est pas condamné à avoir toujours un train de retard. En Russie, Poutine a rencontré le fondateur d'une des blockchains les plus importantes, Ethereum. Il a compris qu'il y avait un intérêt stratégique dans ces technologies. Et nous, en France, nous, on se targue de vouloir être leader dans l'innovation de rupture. C'est pas moi qui le dis, c'est notre ministre de l'économie. Et qu'est-ce que ça veut dire, vouloir être leader dans l'innovation de rupture? Pour moi, ça devrait impliquer 2 choses. La première, c'est comprendre que la méthode compte au moins autant que l'argent qu'on y met. Ce n'est pas simplement mettre 10 milliards d'euros dans un fonds pour l'innovation de rupture qui compte. C'est savoir où on les met. Dans le cas de la blockchain, ce qu'il faut savoir, c'est que l'innovation, elle ne se crée pas dans les universités, elle ne se crée pas dans les labos de recherche, elle ne se crée pas non plus dans les grandes entreprises. Elle se crée dans les communautés de développeurs. Et c'est très différent. La deuxième chose à comprendre, c'est que devenir leader dans une innovation de rupture, ça demande de faire des paris. Et donc, de prendre des risques. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais c'est plus un pari, l'intelligence artificielle. On sait que ça va devenir une grande technologie du futur. C'était avant, quand c'était encore un pari, qu'il fallait mettre les
les moyens les plus conséquents. Aujourd'hui, c'est très tard pour devenir leader. Le problème, c'est que en France, on a souvent un peu de retard à l'allumage sur l'innovation. Par exemple, on a mis beaucoup de temps à croire en l'informatique. Au début, on entendait dire que c'était une mode et que ça allait passer. En 85, à Polytechnique, la question était encore de savoir s'il fallait enseigner l'informatique. Ensuite, une fois que c'est devenu plus évident que l'informatique allait être incontournable, est arrivée cette chose qu'on appelle Internet. On ne savait pas trop si c'était sérieux ou pas, ce truc-là. Donc le gouvernement de l'époque a commandé un rapport pour se faire une idée. Conclusion du rapport, remis en 1994. Internet, 1, n'est pas adapté pour fournir des services commerciaux. 2, ne deviendra sûrement pas le réseau numérique de référence. Au même moment, Jeff Bezos lançait Amazon. Heureusement, il y a quand même 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on a tous les talents en France pour réussir. On a des ingénieurs de grande qualité, on a des cryptographes et des mathématiciens qui sont reconnus mondialement. On a des excellents talents créatifs. Vous savez que l'iPhone a été inventé par un Français, Jean-Marie Hulot, qui a été débauché de l'INRIA par Steve Jobs et qui a travaillé en secret pendant 4 ans à Paris sur l'iPhone. Donc les talents, on les a. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les géants du numérique n'ont pas leur place dans le monde blockchain. Pourquoi? Parce que tout leur business model repose sur la centralisation. Donc c'est à l'opposé. C'est pour ça que ma conviction, c'est que c'est de nouveaux acteurs qui vont émerger, avec de nouvelles règles, de nouvelles stratégies. Il y a de nouveaux métiers aussi qui vont émerger. Économistes des tokens, juristes spécialisés en crypto-monnaie, etc. Tout est à inventer. Mais c'est justement maintenant qu'il faut faire les efforts qu'il faut, pendant qu'il est encore temps. On ne les a pas faits sur l'intelligence artificielle quand il fallait, et on voit maintenant à quel point c'est dur de rattraper notre retard. Alors ce nouveau web, il est encore naissant, et donc forcément bancal. Mais c'est justement pendant ces périodes d'ébullition que c'est les choses les plus intéressantes qui se construisent. C'est la période la plus passionnante. D'abord parce que c'est durant ces premiers temps que les choses les plus essentielles se font. Souvenons-nous que Amazon a été créé dès 1994, Google dès 1998. Mais c'est une période passionnante aussi, et surtout parce que chacun peut encore prendre en marche le train de la blockchain qui vient tout juste de s'élancer. Merci.